il est nécessaire d'examiner comment l'art et l'élégance de l'état civilisé se produisent et comment ils ne se trouvent jamais dans certaines contrées afin d'apprendre à distinguer ce qui est factice, étranger à la nature, de ce qui lui appartient en propre. Si l'on parle du bonheur de l'homme sauvage, ce n'est pas pour retourner dans les forêts, c'est seulement pour voir ce que l'homme a perdu d'un côté, tandis qu'on gagne de l'autre, et cela afin que, dans la jouissance et l'usage du luxe social, on n'aille pas s'attarder de tout son être aux goûts qui en dérivent et qui sont contraires à la nature, comme à notre bonheur, afin qu'on reste avec la civilisation un homme de la nature. Voilà la considération qui sert de règle au jugement, car jamais la nature ne crée l'homme pour la vie civile. Ses inclinaisons et ses efforts n'ont pour fin que la vie dans son état simple. Lacan, c'est vraiment un passage à communiquer à Claude Lévi-Strauss, car c'est vraiment l'éthique de l'ethnographe déjà fondée au niveau de Kant qui est très remarquable. Tout le discours de Claude Lévi-Strauss, d'inauguration de sa chaire au Collège de France, est déjà là indiqué, c'est-à-dire pas forcément antidaté, mais précisé d'une manière que l'on ne trouve nulle part accentuée, comme cela, dans Rousseau. Pierre Kaufmann. Il oppose ici nature et civilisation, ou culture, comme on dit aujourd'hui. Mais ce qui est à remarquer, c'est que dans la critique du jugement, il s'efforce d'aller au-delà de la culture elle-même. Ceci est attesté par des textes de la critique du jugement où il se préoccupe, s'interroge sur l'intérêt social du beau. Nous avons vu que le beau et le sentiment du beau, le plaisir esthétique, est universellement communicable. Mais est-ce que cela veut dire, comme le pensait par exemple Burke, que le plaisir esthétique soit en relation avec la sociabilité? Autrement dit, est-ce que nous devons considérer cette société qui est rendue possible par la participation à un plaisir esthétique commun comme représentant simplement une sociabilité? Et Kant répond par la négative. Et c'est dans cet esprit qu'il fait l'analyse de la transmission par signe de la beauté. C'est-à-dire que pour Kant, nous avons à distinguer entre la nature et la civilisation prise comme humanité de fait, et enfin, cette humanité de droit qui est liée à la constitution même de notre expérience, autrement dit de la communauté des conditions de constitution de l'expérience humaine. Ce sentiment d'insécurité que nous venons d'indiquer se transforme dans ces observations sur le beau et le sublime, d'une manière intéressante, en vertu de l'application qui est faite dans ce thème pré-critique des concepts de beau et de sublime, à la femme et à l'homme. Pour Kant, la femme relève de la catégorie du beau et l'homme de la catégorie du sublime, en ce sens que le beau et la femme, dit Kant, risquent toujours de nous tromper, autrement dit en ce sens que ce sont des apparences. Il y a dans la psychologie, dans ses remarques de Kant sur la femme et le sentiment esthétique, une primauté de l'apparence. On ne s'éprend, dit-il, que de l'apparence, mais on aime la vérité. Il dit encore, la vérité est plutôt obligation que beauté. Alors nous voyons comment cette première esquisse, qui est donnée dans ce texte d'une psychologie empirique et moraliste au sens français,
des sentiments de beauté et de sublime, nous voyons comment cette opposition permet de rendre compte de cette notion d'apparence que l'homme trouve dans le premier moment de la critique du jugement. On peut dire que le beau, pour Kant, est une belle apparence fondée. La femme, d'après les observations sur le sentiment du beau et du sublime, est une belle apparence sans fondement, et le beau est une apparence fondée. Le parallèle ici est tout à fait indiqué, puisqu'il poursuit, dans tout un chapitre des observations, ces oppositions entre femme, homme, beauté et sublime. Les qualités viriles, au contraire, dit-il, sont du côté, en tant qu'elles sont viriles, de la vérité. Après avoir introduit donc cet arrière-plan kantien, il faudrait en venir à l'insertion de Kant dans l'histoire des arts au XVIe siècle et notamment faire intervenir l'évolution du baroque ou du rococo au classique d'une part et d'autre part l'analyse du sentiment de la mort dans l'art classique. Si vous voulez, l'opposition entre les Vestales en tant qu'elles ont été exhumées à Pompéi, c'est-à-dire le beau naissant de l'oubli, selon les formules de Winckelmann ou de Lessing, d'une part, et d'autre part, l'antique au sens mortel qui est celui des ruines de Piranèse. Ceci donnerait sa toile de fond à Kant et permettrait de faire une interprétation de sa philosophie de l'art comme une critique d'art. Lacan, vous ne pouvez ici que nous ouvrir les perspectives d'un sujet de travail que vous nous avez donné aujourd'hui, qui a consisté à faire sentir à notre assemblée, qui est diverse, hétérogène dans sa formation, l'idée de structure autour de laquelle Kant à la fois regroupe et dissocie l'idée du beau. Nous aurions pu mettre dans le fond l'idée de plaisir chez Aristote et retrouver un texte très joli de la définition du plaisir qu'il donne dans la rhétorique. Enfin, ceci va nous servir comme de point pivot, comme il est naturel en toute matière philosophique traditionnelle, pour reprendre au point où nous l'avons laissé la question de l'effet de la tragédie, laquelle, malgré ce que nous croyons toujours, doit en référer à Aristote et ne saurait se suffire de l'idée, de quelque façon que ce soit interprété, de catharsis morale.